Dimanche 26 avril 2020, un autre jour de combat contre Covid-19. Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Le coronavirus continue de mener le jeu. Les chiffres montent et montent. Le cap des 200 000 décès au monde est franchi ce dimanche. La Côte d'Ivoire n'en a que 14, mais le nombre de malades, lui, est en hausse. 1111 cas de contamination, parmi lesquels 449 patients ont recouvré la santé. Vous entendrez le professeur Mamadou Samba. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds de soutien aux PME d'un montant de 150 milliards de francs CFA, fonds qui s'inscrit dans le plan de riposte au coronavirus. Pour en bénéficier, une plateforme en ligne pilotée par l'agence Côte d'Ivoire PME recueille les dossiers des entreprises et 10 000 d'entre elles y sont déjà inscrites. Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du coronavirus et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection. C'est ce qu'a indiqué hier l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans un communiqué. Nous en parlerons dans ce 13h, dans une demi-heure environ. Tout d'abord, sortez vos bloc-notes et stylos. Notre cours d'aujourd'hui a trait au télétravail, ce mode de travail qui s'exécute hors des locaux de l'employeur par un salarié via les technologies de l'information et de la communication. Un mode de fonctionnement beaucoup utilisé par les entreprises en cette période de coronavirus et qui est même recommandé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie. Comment se fait le télétravail? Dans quelles conditions? Quels sont ses bienfaits, ses inconvénients, les obligations de l'employeur? Vous allez tout savoir en cette mi-journée. Mais l'enseignant, ce n'est pas moi. Nous avons sollicité l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, qui nous a fait l'honneur de nous envoyer son directeur d'exploitation, M. Djiré Soulé. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau du 13h. Je vous remercie. On aurait pu faire cet échange par télétravail? C'était possible, effectivement. Aujourd'hui, au point où on est, aujourd'hui, c'est possible de le faire en télétravail. Merci d'être venu. Merci à vous. À tout à l'heure, dans 30 bien. minutes. Voilà plusieurs semaines que le monde assiste, presque impuissant, au film d'horreur que nous impose le coronavirus. Des malades, des morts qui se comptent par dizaines de milliers, mais ce virus n'aura pas le dernier mot. Dans cette épreuve difficile, le chef de l'État aux côtés de sa population. Le président Alassane Ouattara vient de faire un important don de vivres et de produits d'hygiène au royaume baoulé. C'était hier à Sakassou, la capitale traditionnelle et le siège du royaume. Un don porté à la reine Akwaboni II par Jeannot Kouadio Aoussou. Le président du Sénat était accompagné d'élus et de membres du gouvernement. Le reportage de Charles Tatou, RTI Boaké. Des vivres et du matériel d'hygiène. Tels sont les lots de dons faits par le chef de l'État Alassane Ouattara au royaume baoulé. Ces dons remis au cadre du Grand Centre ont été convoyés chez la reine des Baoulés, Akwaboni II, par le président du Sénat ivoirien, Jeannot Aoussou Kouadio, conduisant une forte délégation composée d'élus et membres du gouvernement originaires du Vé-Baoulé. En plus des vivres et non-vivres, le chef de l'État a également offert la somme de 2 millions de francs CFA au chef canton du royaume baoulé. L'explication des mesures d'hygiène au chef traditionnel par la ministre Raymonde Goudou Kofi, membre de la délégation avec une démonstration du lavage des mains, a précédé la remise symbolique des dons. Pour le président du Sénat ivoirien, ce geste de solidarité du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En tout cas, nous le remercions très sincèrement le président de la République et le Premier ministre Amadou Bon, ainsi que tout son gouvernement. Ce qu'il faut retenir, c'est un don du cœur. Cette symbolique, nous voulons dire merci au président de la République pour cet acte de générosité, mais surtout de solidarité. Regardez, les enfants, les fils de cette région ont déjà fait des dons individuellement pour soulager et accompagner les parents. Mais le don du président de la République vient couronner l'ensemble de tous les dons qui ont été faits. Les dons de vivres comportent essentiellement des sacs de riz estimés à 30 tonnes. Continuons de faire attention car les chiffres grimpent en Côte d'Ivoire. Hier samedi, le pays a enregistré de nouveaux cas de contamination. 34 nouvelles infections de Covid-19 ont été recensées, portant à 1111 les cas confirmés.
Le nombre de décès, 14, lui n'a pas évolué et c'est tant mieux. On écoute le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 25 avril 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 302 échantillons prélevés, 30 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1111 cas confirmés, dont 449 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 25 avril 2020 est de 7732. Face au nombre croissant des cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate une baisse de la fréquentation des structures de santé allant jusqu'à plus de 50%. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, particulièrement ceux de la vaccination et des consultations prénatales. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour la vaccination de nos enfants, pour les consultations prénatales de nos femmes et de nos sœurs et pour tous les autres problèmes de santé, afin de ne pas créer une autre crise sanitaire à la fin de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter en urgence les numéros suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. 1111 malades liés au coronavirus en Côte d'Ivoire, 14 décès, mais 449 guéris tout de même. Voilà le point fait donc hier soir par le DGS, professeur Mamadou Samba. Le Ghana voisin compte 1279 malades avec 10 décès. Au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, 629 cas sont confirmés, 41 personnes sont mortes de la maladie. Guinée, 996 cas de contamination, 7 décès. Mali, 370 cas, 21 décès. Le Sénégal déplore 7 morts parmi ces 614 cas de Covid-19. Et on termine ce tour de l'Afrique de l'Ouest au Bénin qui n'enregistre jusque-là que 54 cas confirmés et un seul décès. Le nombre total de malades sur le continent africain s'élève à 30 089 avec 1350 morts. À l'échelle du monde, on a franchi la barre des 200 000 morts. Vous le voyez, 203 000 décès exactement pour environ 3 millions de malades. Le respect des mesures barrières, le moyen par excellence d'éviter le coronavirus. Pour l'application stricte de cette mesure par tous, le maire de Marcory préconise une campagne de sensibilisation accrue dans les quartiers de sa commune. Commune très touchée aujourd'hui par la maladie à coronavirus. Abi Raoul l'a dit hier lors du point de presse du gouvernement. Niale Kaba, la ministre du Plan et du Développement, elle aussi a proposé son plan de riposte pour faire face à la pandémie. C'était au micro RTI 1 de Gabriel Zani. Un point presse délocalisé à Marcory, le deuxième grand foyer du Covid-19 dans la ville d'Abidjan. Nous avions mis à votre disposition une centaine de jeunes qui, dès demain, seront dans tous les quartiers de Marcory, les 12 quartiers, 13 villages, pour vous rappeler que le port de masque est obligatoire. Si vous ne voulez pas porter le masque, restez chez vous, à la maison. C'est la meilleure manière de ne pas contracter la maladie. Si vous sortez, mettez vos masques. Donc dès lundi, ne soyez pas surpris de constater devant vos portes les 150 volontaires que nous mettrons à votre disposition pour vous rappeler ces consignes. C'est une sensibilisation de proximité qui vaut son pesant d'or, en plus de l'interdiction de l'accès au marché pour les enfants et les personnes âgées et du renforcement des dispositifs de sécurité dans les commerces. À l'évidence, les populations semblent ignorer les mesures barrières rappelées à volonté par les autorités sanitaires. 73 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés sur 584 échantillons analysés. Ces données montrent que la phase ascendante de la pandémie en Côte d'Ivoire se poursuit. Elles montrent également que le nombre de cas guéris augmente et que le taux de létalité, c'est-à-dire de décès, demeure faible, ce qui témoigne de la qualité de la prise en charge.
Cependant, nous voulons relever que le pic n'est pas encore atteint. Cette augmentation de cas avec le renforcement des capacités de dépistage le démontre. La réalité de terrain sera mieux appréciée quand tout le dispositif sera opérationnel et l'objectif des 1500 tests par jour atteint. Demeurons donc en alerte, soyons vigilants et prudents. La vigilance est de mise. Abidjan est toujours l'épicentre du Covid-19. Le point global au 33e jour, interpellé, 983 au total sur le plan national. Personnes assistées, 582. Les engins mis en fourrière à ce jour, 339. Les corps enlevés pour décès naturel 100 ans, 95. Vous remarquez que malgré le nombre des interpellés qui avoisinent maintenant les 1000, qui dénotent donc de ce que quelques-uns de nos compatriotes n'ont pas encore compris l'intérêt que l'État a à dicter ces mesures sécuritaires barrières, il y a néanmoins les assistances qui également sont croissantes. Donc, ce qui dénote de ce que vos forces sont à votre disposition, de jour comme de nuit. Le Covid-19 n'est pas seulement contraignant pour les populations à cause du virus. Plusieurs projets connaissent de grands retards. Le recensement général de la population et de l'habitat reporté. Les assemblées annuelles de la BAD aussi reportées en août 2020. La préparation du plan national de développement ralentie. Des projets qui nécessiteront à terme des investissements colossaux. Ajoutez à cela le financement des secteurs clés pour la relance économique. Le plan de riposte proposé par le gouvernement s'élève à 95 880 millions de francs CFA pour la mobilisation des ressources et de 1 700 milliards de francs CFA pour les volets économiques, sociaux et humanitaires. En termes de résultats, il est heureux de noter que la Banque africaine de développement a accepté de répondre à l'appel du gouvernement ivoirien avec un appui budgétaire en cours d'instruction à hauteur de 48 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement a également accepté d'accompagner le gouvernement à hauteur de 27 milliards de francs CFA pour assurer la prise en charge des soins dans les unités de soins intensifs. Le système des Nations Unies, quant à lui, apporte une réponse coordonnée à la mise en œuvre du plan de riposte en termes d'assistance technique et financière à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Dans sa stratégie, le ministère du Plan mène aussi des études pour mesurer l'impact du Covid sur les ménages et les entreprises. 806 ménages et près de 500 entreprises ont été enquêtés. Le but, apprécier la vulnérabilité causée par la crise sanitaire. Ramadan, le 9e mois du calendrier hégirien. Il est pour les musulmans le mois saint par excellence car il constitue le mois du jeûne et contient Laylatul Qadr, la nuit du destin. Cette année, en Côte d'Ivoire, la communauté musulmane a débuté le jeûne vendredi dernier dans un contexte de crise sanitaire inédit. Il va falloir donc s'y faire, s'accommoder de la situation pour vivre ce mois en conciliant les pratiques du Ramadan et la sécurité des personnes lors de la pandémie de Covid-19. On écoute Cheikh Bouakari Fofana, le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, cette année, le Ramadan intervient dans des circonstances exceptionnelles que nous connaissons tous. Le Covid-19 qui n'épargne ni riches ni pauvres. Tout musulman sait la saveur particulière que la fréquentation de la mosquée, les longues prières du soir confèrent à ce pilier essentiel de l'islam qu'est le jeûne. Cette année, il en sera autrement par la volonté de Dieu. Cette situation doit nous inciter à une plus grande concentration spirituelle, à plus de piété individuelle. Chers frères et sœurs, le Ramadan est le mois de solidarité. En vérité, ce sens de partage ne nous a jamais fait défaut dans notre pays, cette terre si généreuse. Mais cette année, compte tenu des circonstances que nous vivons, la solidarité se doit d'être plus agissante. Le mois béni du Ramadan est l'occasion idéale pour confier notre commune destinée à Dieu Tout-Puissant. C'est une clé
qui nous aide à ouvrir la porte de la sérénité dont nous avons tous besoin. Bon mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre le virus. Parc Gassoro Kone a recueilli pour vous la déclaration du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire a été mis en place en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Un fonds destiné entre autres aux personnes rendues vulnérables du fait de la pandémie. Madeleine Yao est la présidente du comité de ce fonds. Elle a visité hier plusieurs structures d'accueil d'enfants en difficulté dans le district d'Abidjan. Grace Kando et son équipe étaient sur place pour RTI. Régis, 18 ans, élève en classe de 3e, fait partie désormais des pensionnaires du complexe socio-éducatif d'Adjamé. Nous sommes dans la rue, ils sont venus nous prendre à Cocody en grippe pour nous demander est-ce que nous savons ce qui se passe dans le monde. On a dit oui, qu'il y a une maladie qu'on appelle le coronavirus qui tue très vite et ça contamine rapidement. Et ils nous ont demandé mais si ils veulent nous aider là, est-ce que nous allons accepter? Et nous tous on a répondu ensemble oui que nous allons accepter ça. Ils nous ont pris. Ils nous ont envoyé à Djamé. Dès que nous sommes arrivés, ils nous ont montré notre dortoir. On a vu que où on dort là, c'est bon, c'est joli et on mange à nos faim. Tout comme registre, plus de 200 enfants vivant dans cette situation ont été récupérés dans la rue et intégrés dans plusieurs centres d'accueil. Il y avait le risque du couvre-feu et ces enfants avaient commencé déjà à être la cible des forces de défense qui les repéraient dans les rues et qui les sommaient de rentrer quelque part là où ils n'avaient nulle part où entrer. Ainsi donc ces centres leur offrent la protection qu'il faut. Ils ont un logis, ils sont encadrés au jour le jour où quand ils sortiront de cette étape de Covid, ils puissent véritablement être des enfants agréables pour leur communauté et surtout pour leur famille. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement ivoirien a dégagé une enveloppe de 170 milliards de francs CFA, dénommée Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, à l'endroit des personnes vulnérables du fait de cette pandémie. La présidente de ce fonds spécial est donc sur le terrain pour visiter plusieurs centres d'accueil d'enfants en difficulté. Objectif, identifier les besoins. On aura besoin de gel hydroalcoolique, de gants, de seaux pour laver les mains, de savon liquide, de spray anti-batterie, un thermomètre infrarouge. Souvent, on reçoit des visites des personnes étrangères. Donc, pour la sécurité des enfants, il faudrait qu'on puisse aussi détecter s'ils sont en bonne santé ou pas. Pour arriver à une gestion transparente, il était bien d'affiner nos grilles d'identification des bénéficiaires et de ciblage des besoins. Répond à ces deux soucis qui vont nous permettre à la fin d'avoir notre base de données de bénéficiaires, l'évaluation des coûts réels de leurs besoins. Le Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire a été instauré le 17 avril dernier par le ministre de l'Économie et des Finances. L'État a-t-il pensé à tout et à tout le monde? En tout cas, outre ce fonds pour les personnes rendues vulnérables, le gouvernement entend également aider les PME à sauver leurs activités. Un autre fonds est mis en place, un fonds de soutien d'un montant de 150 milliards de francs CFA. L'agence Côte d'Ivoire PME recueille les dossiers et à ce jour, plus de 10 000 entreprises sont inscrites. Quelle en est la procédure et à combien est estimé le montant de l'aide? Cheikh Koné s'est intéressé à la question. Voici son reportage. Lamine Bakayeko est chef d'entreprise. Ce matin, à l'aide d'un ordinateur et d'une connexion Internet, il procède à son inscription sur le site IPME Data, une plateforme digitale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette inscription est décisive pour notre jeune entrepreneur qui est sur le point de fermer boutique à raison de la maladie à coronavirus. Nous sommes en train de nous inscrire sur la plateforme pour l'enregistrement des PME en vue de bénéficier éventuellement de la subvention ou bien des conditions que l'État a prévues pour essayer de juguler les effets de Covid-19. Une subvention décrétée par l'État à travers un fonds de soutien aux PME de 150 milliards de francs CFA. Dans la petite fabrique de la mine, la moitié de son personnel est au chômage technique. Son chiffre d'affaires réduit également de moitié. Ce fonds de soutien demeure son ultime espoir. L'État et nous, c'est la même entité en fait. Je dirais le gouvernement et nous, c'est la même entité. Sauf que c'est le gouvernement qui a les leads. Donc si le gouvernement a décidé de tirer une partie de son équipe vers le haut, c'est bienvenu.
On a beaucoup d'espoir. Pilotée par l'agence Côte d'Ivoire PME, cette plateforme digitale a été lancée depuis le 6 avril 2020. À ce jour, 10 042 PME ont été recensées en ligne, au nombre desquelles des très petites entreprises, des structures d'accompagnement et de financement. C'est le 14 avril dernier que Sébastien Guépier a procédé à son inscription en ligne. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise se rend au siège de l'agence Côte d'Ivoire PME pour s'informer de la suite du processus. Je viens prendre les informations en ce qui concerne nos inscriptions et quel est le déroulement pour pouvoir soit bénéficier d'aides financières. Cette plateforme-là a été mise à jour en faveur de la crise du Covid-19 pour être l'outil de recensement des entreprises qui sont impactées par la crise et voir la typologie de l'impact de la crise sur les activités et évidemment pouvoir les rediriger vers les mécanismes de soutien que l'État a mis en place, notamment le fonds de soutien aux PME. De façon pratique, les entreprises ont accès aux liens du IPME Data via les différents canaux de communication de l'Agence Côte d'Ivoire PME, à l'Institut IPME Data, même via un smartphone. L'appui aux entreprises sélectionnées se fera par catégorie de 1 à 5 millions de francs CFA pour soutenir dans un premier temps le maintien dans l'activité économique, mais surtout les aider à payer le salaire des travailleurs. Mais qui a droit à cet appui et quelles sont les conditions et critères d'éligibilité? Le fonds de soutien vient d'être abondé de 40 milliards de francs CFA, donc il est effectif. Les ressources sont disponibles pour soutenir les PME. Pour l'instant, je ne peux pas me permettre de vous donner les critères d'éligibilité des PME puisque ces critères-là, nous avons voulu qu'ils soient validés par un cabinet et que nous soyons sûrs de répondre, donc je dirais, à un process international et un process irréprochable. Ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est qu'il faut d'abord être une PME qui existe. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs PME, il y a des gens qui ont des PME et qui ne se sont jamais inscrits au registre de commerce, ne se sont jamais inscrits au niveau donc, de la direction donc, des impôts et qui ne sont pas connus. En Côte d'Ivoire, 80% du tissu des entreprises est constitué des PME. Depuis la découverte du premier cas confirmé de la maladie à coronavirus, 100% des PME est impacté quand 60% est totalement sinistré. C'était un document de Cheikh Koné Aboubakar et c'est à revoir sur tous nos réseaux sociaux. Place maintenant à la solidarité et à l'entraide, une nouvelle page de notre journal depuis l'avènement du coronavirus. Tout d'abord, ce don de la Chambre de commerce et d'industrie de France en Côte d'Ivoire au ministère de la Santé dans son combat de tous les jours contre l'épidémie. Selon Sidonie Davila, qui était sur place, le don est composé de véhicules, de matelas, de masques de protection et de gants. Son témoignage. Partenaire solide de la Côte d'Ivoire, la France continue de se mobiliser pour la riposte contre le Covid-19. Entreprises et communautés françaises réunies au sein de la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire mettent à disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique plusieurs lots de matériel et d'équipements sanitaires. Une ambulance, un véhicule, des matelas, des masques, des gants, pour ne citer que cela. La Chambre de commerce s'inscrit dans une activité de soutien aux entreprises pour que, même en période difficile, on puisse continuer à s'entraider et pouvoir continuer à travailler. La France soutient le plan Covid de la Côte d'Ivoire parce que c'est un très bon plan et nous sommes très fiers d'être le premier bailleur bilatéral pour ce plan à hauteur de 30%. La valeur de tous ces dons, 68 912 000 francs CFA. C'est un acte fort que vous venez de poser. Vous l'avez dit, le plan de riposte mis en place, le plan de riposte contre le Covid-19 par son Excellence le Président de la République et qui est conduit par le Premier ministre comporte, comme vous le savez, deux volets. Le volet plan de riposte sanitaire et l'autre volet, c'est le plan de riposte économique, sociale et humanitaire. Les deux vont ensemble parce que après Covid-19, il va falloir vivre et permettre surtout aux entreprises de vivre. Pour préserver les acquis économiques et sociaux, la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire encourage la population à respecter les gestes de sécurité sanitaire.
Dans le cadre de la lutte contre l'ennemi invisible, je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du président mondial de la Fédération pour la paix universelle internationale. Déclaration lue par Akassé Elazar, le président local de cette fédération. Sephora Zegui, reportage. Unité, dialogue, coopération, solidarité et compassion sont autant de valeurs que promeut la Fédération pour la paix universelle dans le monde. Cette association invite les citoyens et gouvernants du monde à s'approprier ces valeurs afin de venir à bout de la maladie à coronavirus. Akassé Elazar a lu la déclaration de Thomas Walsh, le président mondial de la Fédération pour la paix universelle, au cours d'un point presse à son siège. La Fédération pour la paix universelle affirme et encourage les meilleures pratiques suivantes. L'unité. Nous sommes membres d'une seule famille humaine universelle. N'utilisons pas la crise pour souligner ou approfondir les divisions qui peuvent nous affliger en tant que membres de communautés nationales, politiques, religieuses, ethniques ou culturelles particulières. La coopération, la compassion et une communication ouverte. La Fédération pour la paix universelle, à travers cette déclaration, appelle à la prise de conscience des citoyens et dirigeants du monde. Depuis plusieurs années, cette organisation entreprend des tournées dans le monde pour sensibiliser les nations sur les valeurs de paix et de tolérance. Toujours dans le cadre de la dynamique de la solidarité et de l'entraide, le Rotary Club a offert cette semaine des kits de protection d'une valeur de 14 millions de francs CFA au centre hospitalier universitaire de Cocody et de Trècheville et à l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Un don pour aider le personnel soignant dans la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Le récit de Jean-Marc Djadji. 14 millions de francs CFA est la valeur totale des kits de protection remis au centre hospitalier universitaire et à l'Institut national de l'hygiène publique. Le Rotary Club, à travers cette initiative, soutient le personnel soignant de ces établissements dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nos programmes de santé bénéficient de l'appui de Rotary, que ce soit pour le paludisme, que ce soit les hépatites virales, que ce soit la poliomyélite. Rotary a toujours répondu aux enfants. 10 000 cache-nez sont aussi remis à des associations féminines des communes d'Adjamé et de Koumassi. Après la lutte contre la polio, contre les hépatites B, nous sommes déterminés à agir afin de faire reculer toute forme de maladie. C'est un honneur pour nous et une fierté d'apporter notre contribution dans le cadre de cette lutte. Et nous voudrions saluer la volonté politique qui, ma foi, amène chaque acteur à être une sentinelle contre cette maladie. Le Rotary Club invite les populations à la citoyenneté dans cette période d'urgence sanitaire due à la pandémie du coronavirus. L'ONG Hope Dengele est elle aussi sur le terrain en cette période de crise sanitaire. Elle s'est donnée pour mission de sensibiliser les populations aux bonnes pratiques, mais aussi de soutenir les collectivités locales et les couches sociales les plus vulnérables dans la lutte contre le coronavirus. Dont en vivre, dont en non-vivre et même en numéraire, la caravane sanitaire et solidaire Hope Dengele continue sa marche. Les précisions de Frédéric Gorebi et Franck Quadio. 500 000 francs respectivement au Conseil régional du Folon et du Kabadougou. Distribution de kits d'hygiène aux éléments des forces de l'ordre présents au corridor d'Odiéné et don de gel hydroalcoolique à Kalou Bonaventure, maire de la commune de Vavois dans la région du Haut-Sassandra, au profit de sa population. L'organisation non gouvernementale Hope Dengele participe ainsi à la lutte contre la maladie à coronavirus, et cela à travers la caravane sanitaire et solidaire Hope Dengele, des dons en vivres et en non-vivres, mais aussi de la sensibilisation. Ousmane Touré et son équipe informent davantage les populations sur les mesures barrières au Covid-19 et insistent sur l'assistance aux personnes vulnérables. Des actions appréciées par les bénéficiaires. J'ai vu vos actions sur les réseaux sociaux et sur la RTI, à Bélévan et dans tout le Dengele. Aujourd'hui, c'est autour de la région du Folon. Je voudrais sincèrement, au nom des populations de la région du Folon,
vous remercier. C'est un geste qui a une très grande portée pour nos populations. Voilà, ça fait plaisir. Et voilà, au nom des populations de Vavois, j'aimerais le remercier. Débuté le vendredi 20 mars à Odiéné par des opérations éclatées de sensibilisation, de démonstration du lavage des mains et de distribution de kits et divers équipements de production contre le coronavirus, la caravane sanitaire de l'organisation caritative Hop Denguélé a pris fin le 3 avril. Ceci n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une information tout de même. Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du coronavirus et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection. C'est ce qu'a indiqué hier l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans un communiqué. Il n'existe donc pas de preuve que les personnes testées positives au nouveau coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection. L'OMS estime que la délivrance de passeports immunitaires risque de favoriser la propagation continue de la pandémie. Le coronavirus règne en maître depuis des mois et le monde se réorganise pour le virus. Les classes sont fermées, les restaurants, les maquis, les marchés et supermarchés s'adaptent à la situation. Le tout pour respecter la distanciation sociale, mais l'on doit continuer à vivre. Le travail doit se poursuivre. Solution trouvée, le télétravail. C'est pour en parler que M. Diré nous a rejoint en plateau dans le cadre du magazine du dimanche, mais on va planter le décor avec ce magnifique reportage de Sidonie Davila. Loin du regard de ses enfants en pleine étude, Ibrahim Traoré Douya, dans son bureau installé à domicile, coordonne toutes les actions avec ses équipes en visioconférence. Effectivement, j'ai vu en fait un mémo passer par rapport à un certain nombre de mesures à appliquer sur les postes de travail. D'accord, ok. On espère que le lundi au moins tout le monde pourra travailler de la maison. La visioconférence est par excellence l'élément le plus marquant du télétravail. Ce mode de travail qui s'effectue hors des locaux de l'employeur s'inscrit dans une démarche d'amélioration de l'organisation du travail tout en s'appuyant sur les technologies numériques. Le télétravail est même une recommandation du gouvernement. Depuis le début de la crise sanitaire, la continuité des activités du gouvernement se fait par télétravail. Le nombre des membres du gouvernement est restreint au Conseil des ministres. Les autres y assistent par visioconférence. Cette interaction est rendue possible grâce à l'action de l'Agence nationale du service universel de télécommunications ANSUT. L'agence accompagne l'État dans la mise en œuvre des outils pour faciliter la continuité des activités. Désormais, c'est derrière ces écrans que tous les travailleurs se barricadent. La raison, se protéger contre le coronavirus. Monsieur Diré, elle l'a dit, Sidonie Davila, mais on veut vous entendre également. C'est quoi le télétravail? Le télétravail, d'abord, merci de nous donner cette occasion d'échanger avec l'ensemble des populations. Le télétravail, on va adopter une définition simple. C'est la capacité de pouvoir simplement assurer une continuité d'activité en dehors d'un lieu conventionnel de travail. Donc aujourd'hui, on sait très bien que quand quelqu'un travaille, c'est dans un lieu spécifique. Donc le télétravail, c'est la capacité de le faire en dehors de ce lieu spécifique. Donc on peut adopter cette définition de façon très simple pour que tout le monde puisse comprendre c'est quoi le télétravail. Télétravail, ce n'est donc pas travailler devant sa télé, mais travailler à distance. Est-ce que ce mode de travail bénéficie d'un encadrement? Qu'est-ce que le législateur en dit? Bon, aujourd'hui, le télétravail, c'est sûr que dépendamment des contrats qu'un employé a avec son employeur, il peut prendre diverses formes. Donc aujourd'hui, le standard, c'est que dans les dispositions relatives au travail, l'employeur essaie de mettre les éléments qu'il faut, les conditions qu'il faut pour que le télétravail soit une réalité et qu'elle puisse apporter la continuité d'activité pour l'employeur et qu'il puisse assurer un certain nombre de relations continues avec ses clients pour s'assurer vraiment que toute la partie économique de l'activité puisse être maintenue et qu'on puisse payer l'employé qui est en télétravail aussi. Donc, c'est un peu cette jonction entre l'employeur et l'employé qui peut varier dépendamment de la nature du contrat qu'on a. Mais aujourd'hui, aucun contrat de travail ne fait mention du télétravail. Oh, ben, je pense que je ne connais pas exactement le code du travail, mais aujourd'hui, il y a des dispositions qui permettent d'assouplir le travail en cas de force majeure. Les spécialistes seront mieux placés pour le dire, mais simplement, on retient que le télétravail est une option aujourd'hui dans notre monde moderne, de plus en plus numérique,
et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit s'utiliser vraiment de façon efficace et de façon à ce qu'on puisse répondre à des situations comme la pandémie qu'on vit aujourd'hui, qui permet d'assurer la continuité des activités, qui permet aussi à l'ensemble des gouvernements, des États de pouvoir assurer toute la gestion du pays. Donc c'est un élément qui est très important et qui ne relève pas de quelque chose de nouveau, mais qui a plusieurs composantes qu'on aura l'occasion de débattre un peu plus. Qui a droit au télétravail? Qui a droit? Je pense que quelqu'un qui a, comme je l'ai dit, qui a les capacités de pouvoir assurer la continuité du travail en dehors de son lieu de travail. Donc, ça veut dire, est-ce que les dispositions sont là? Est-ce que les prérequis sont à disposition? Est-ce que la connectivité est là? Est-ce qu'on a un ordinateur? Est-ce qu'on a un téléphone? Des éléments élémentaires qui permettent d'assurer vraiment l'activité de télétravail. Justement, mais quelles sont les obligations de l'employeur dans ce cas-là? Les obligations sont multiples, mais les obligations les plus directes, ce serait que l'employeur puisse mettre tous ces éléments à disposition de l'employé, c'est-à-dire pouvoir les garantir, avoir tous les prérequis nécessaires, mais surtout s'assurer avec l'employé de comprendre qu'on doit assurer la continuité de l'activité. Donc l'employeur doit accompagner l'employé de sorte à ce qu'il soit à l'aise en situation de télétravail. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est toujours en affaires, on est toujours en activité, et donc il faut s'assurer vraiment que l'employé soit dans toutes les conditions avec les clients, avec les partenaires pour que vraiment l'activité puisse continuer. Et pour tous les employeurs qui nous suivent en ce moment, dites-leur comment mettre en place le télétravail dans son entreprise. Pour le mettre en place, je pense que tous ceux qui ont des directeurs de services informatiques, le premier élément, c'est vraiment toute la panoplie des différents services qui vont avec le télétravail. Aujourd'hui, la version qui est la plus connue, c'est la visioconférence. Mais il y a d'autres éléments qui contribuent à faire le télétravail. Entre autres, il y a des services qui permettent d'assurer la continuité des paiements des factures, recevoir les courriers. Donc, il y a toute une panoplie de choses qu'il faut voir et ça part d'abord sur le côté informatique. Après, on regarde tout un certain nombre de dispositions qui sont de nature relation de travail pour assurer vraiment de l'efficacité ou des buts qu'on recherche à travers le télétravail. On parle de plus en plus de télétravail donc en Côte d'Ivoire, le gouvernement le recommande. Quand on parle télétravail, travail à distance, on parle donc d'Internet, l'utilisation d'Internet. Qu'en est-il de la connexion Internet? Quand ce n'est pas en bon état, ils sont nombreux aujourd'hui les Ivoiriens qui se plaignent un peu du débit Internet ici en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Ça reste l'élément clé pour le télétravail. Il faut avoir une bonne connectivité et il faut surtout, au-delà de la connectivité, avoir aussi une connectivité qui est sécurisée. C'est un élément qui est très important, on n'en parle pas souvent, parce que la dimension sécurité est importante avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui est comme les hackers qu'il y a sur Internet, tous les vols qu'il y a d'identité. Donc, c'est des éléments qui sont importants. Donc, l'Internet est un élément fondamental. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts dans l'écosystème, au niveau des opérateurs, au niveau de plein d'acteurs dans le système, pour s'assurer vraiment que l'Internet soit vraiment en quantité suffisante et en qualité. Et donc aujourd'hui, j'estime qu'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens, mais ça reste l'élément clé pour s'assurer de bonnes conditions pour faire du télétravail et à continuer à assurer la continuité des activités, comme on le dit. Vous avez évoqué les hackers. C'est un élément important. Il y a des personnes expérimentées pour qui l'outil informatique n'a aucun secret aujourd'hui. Est-ce qu'avec ce qui est en train de se passer, on ne risque pas de retrouver un jour sur la place publique les échanges confidentiels, par exemple, du gouvernement, vu qu'on parle de Conseil des ministres, même des échanges classés secret défense du président de la République avec ses collaborateurs, les plus proches? D'accord. Effectivement, c'est un fait. Nous, par exemple, côté de l'Agence nationale de services universels, qui a le mandat pour la gouvernance électronique de l'État sous la tutelle du ministère de l'économie numérique, on a signé des contrats avec des partenaires qui sont des contrats vraiment qui sont assez verrouillés, où il y a des dispositions sécuritaires qui nous permettent d'assurer vraiment la mise à disposition de ces différents services, mais d'en assurer aussi la sécurité. Donc aujourd'hui, ça reste des éléments d'inquiétude, mais pour l'instant, il faut retenir que ça se fait avec toute la dimension sécuritaire qui va avec, qui nous donne vraiment toute l'assurance nécessaire. La preuve, le dernier conseil de gouvernement et le conseil des ministres s'est tenu avec un outil de visioconférence. On a eu l'occasion vraiment d'accompagner l'ensemble des cabinets ministériels. On leur a donné un certain nombre de manuels pour s'assurer qu'ils prennent la main sur l'outil et qu'ils s'assurent de vraiment l'utiliser dans les bonnes conditions de l'Internet. Donc, c'est un défi majeur,
à l'échelle mondiale, mais aujourd'hui, nous, on a quand même un certain nombre de dispositions qui nous permettent d'avoir, je dirais, la paix d'esprit pour pouvoir continuer les activités du gouvernement. En Côte d'Ivoire, grâce à l'ANSUD, c'est sûr, le réseau est sécurisé, ça va aller. Oui, ben, il faut le dire, l'ANSUD, ce n'est pas que l'ANSUD, c'est surtout l'écosystème, les opérateurs avec le régulateur. Tous les efforts sont faits vraiment pour qu'on ait un réseau de bonne qualité et en quantité suffisante pour desservir vraiment toute la notion de télétravail, pour que tout le monde soit à l'aise à consommer tous ces différents services. Et vu qu'on parle de télétravail, l'Internet, il n'y a pas de risque que ce soit chargé. Déjà que tout le monde ne procédait pas au télétravail, il y avait des problèmes de connexion. Aujourd'hui, si tout le monde s'y met, la data, je ne sais pas, est-ce que vous êtes prêt à assurer cela? Au niveau de la data, je pense que la Côte d'Ivoire est assez bien desservie en termes de data. On a aujourd'hui à peu près 4 câbles sous-marins de très haute capacité qui arrivent. Donc, je ne pense pas qui sont déjà en place. Pardon, mais qui ne sont pas encore installés. Qui sont déjà en place. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'on a l'Internet mobile. Donc, je ne pense pas qu'il y en ait un souci dans ce sens, mais le régulateur qui suit un peu toute cette activité avec les opérateurs est mieux placé pour le dire. Mais ce qu'on peut dire de notre côté, par rapport aux différents services qu'on met à disposition, c'est des éléments qui restent des enjeux, mais qui sont gérés vraiment à l'échelle de l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour s'assurer que vraiment on dise aux gens, allez en télétravail, mais vous avez aussi tous les éléments qu'il faut, la bonne passante qu'il faut pour pouvoir assurer la continuité de l'activité. Parce que c'est l'élément clé, en fait. Et ils sont nombreux, ces travailleurs, ils sont nombreux qui ne savent pas utiliser du tout l'outil informatique. Ils se posent alors la question de renforcement des capacités. Oui, le renforcement de capacité, je pense que ça reste un élément fondamental. Parce qu'à la fin, l'Agence nationale de services universels et télécommunications, on a un portefeuille, on a plusieurs projets qu'on réalise, des projets de e-services. Et ces projets, en fait, une fois qu'ils sont réalisés, le défi, c'est la conduite de changement, que les populations, tout le monde s'approprie ces différents services. Et nous, on travaille étroitement avec les DSI des administrations pour le cas spécifique de l'administration publique, pour renforcer leurs capacités, les amener à mieux comprendre ces outils, à mieux s'approprier et pouvoir mieux desservir les bénéficiaires qui sont les fonctionnaires et agents de l'État et les cabinets ministériels. Donc, c'est vraiment un élément continu. C'est un effort de conduite de changement qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais on continue de travailler avec eux, à améliorer toutes ces compétences pour qu'ils soient en premier plan, pour qu'on puisse s'assurer vraiment que ce soit vraiment une valeur vraiment de premier plan dans tout le dispositif relatif à la lutte contre le Covid-19. Monsieur Duré, le télétravail, il y a quand même des inconvénients, des avantages. Dites-nous-en un peu. Bon, les inconvénients, quelque part, très souvent, c'est les questions relatives à la productivité pour une entreprise. Comment est-ce qu'on peut préserver cette productivité? Et l'autre élément, comment s'assurer que le temps de travail est vraiment celui qui est donné à chaque employé. Donc, ça reste des éléments qui restent du ressort vraiment de la relation entre un employé et son employeur. Maintenant, au niveau des avantages, aujourd'hui, à l'image de ce qui a été fait sur certains e-services qui simplifient la vie des gens, c'est minimiser les déplacements des gens. C'est s'assurer vraiment que les gens n'aient pas à aller faire le piquet sur certaines demandes, ne pas aller en une réunion avec un collaborateur, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, c'est tout ça qui fait en fait que toute la question du numérique, au-delà de télétravail, est un élément vraiment fondamental et ce n'est pas une valeur de refuge. C'est vraiment un élément de premier plan qui vraiment doit s'intégrer systématiquement dans tout le travail, dans la modernisation qu'on fait de l'ensemble de nos activités et de l'ensemble du fonctionnement de l'administration publique. Et l'application Teams, c'est l'application de l'administration publique ivoirienne? Oui, l'application Teams, c'est l'application et l'outil pour faire de la visioconférence. On l'a utilisé pour le conseil de gouvernement et conseil des ministres. Et au-delà, à l'intérieur, il y a plusieurs composantes de fonctionnalités. On peut faire du travail collaboratif, on peut travailler simultanément avec un certain nombre de collaborateurs. Donc, c'est vraiment un outil qui est très puissant, qui permet d'assurer une continuité d'activité et qui permet aussi de pouvoir assurer une certaine gouvernance de l'ensemble de l'activité nationale. Et aujourd'hui, on est quand même assez fiers des résultats
qui ont été apportés lors des premiers lancements. Merci, M. Djiré. Il faut dire que l'ANSUT n'a pas attendu cette crise pour mettre les services, pour proposer ces services à travers le numérique. Je pense au package eGov. Tout à fait. Merci, M. Djiré. M. Djiré Soulé, directeur d'exploitation à l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Merci encore pour tous ces éclairages sur le télétravail. Bon retour chez vous et à bientôt. Pas de télétravail, par contre, pour nous ici en studio. Avec moi, il y a une vingtaine d'agents sourire aux lèvres qui ont à cœur de vous offrir le meilleur et ce n'est pas le coronavirus qui les en empêchera. On va à Sassandra pour refermer ce journal. Sassandra où le coronavirus n'empêche pas la réalisation des grands chantiers. Vous allez le voir, les travaux lancés il y a 2 mois par le Premier ministre Gon Coulibaly ont effectivement démarré. Sam Kona. Les travaux de développement lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa visite de travail dans la région du Boclé en février dernier ont effectivement démarré. Les engins sont au travail, comme ici à Sassandra. Les travaux de prolongement de la voie qui part de la mairie au quartier 17 Villa, en passant par le siège du conseil régional, sont au stade de terrassement, selon le chef de projet. Nous avons commencé petit à petit, comme vous vous rendez compte sur le chantier actuellement. On a déployé tous les engins qui sont là. Nous sommes actuellement à l'étape de terrassement. On va commencer aussi la fouille pour faire la pose des caniveaux, progresser rapidement dans les travaux avant que la saison des pluies ne commence. Les poteaux électriques qui doivent servir aux travaux d'extension du réseau électrique sont arrivés. Le secrétaire d'État Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé et le préfet des régions Coulibaly Lamine, accompagnés des élus, sont allés faire le constat. Pour Philippe Légré, malgré le contexte de Covid-19, le Premier ministre tient ses engagements pour le bonheur des populations. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était en visite ici, il a pris des engagements. Et malheureusement, le coronavirus est arrivé et l'on a pensé que les travaux allaient s'arrêter. Mais non, le président Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon, tenant les paroles, ont donc demandé de commencer et les travaux se poursuivent là. Voyez-vous, les voies sont dans le bitumé, vous voyez les machines. Nous venons de voir les poteaux. Il y a jusqu'à près de 2000 poteaux qui vont arriver pour couvrir toute la commune de Sassandra. À terme, ce sont 2500 poteaux électriques qui vont éclairer la commune de Sassandra. Quant au bitumage des 10 km de voirie, à Sassandra et à Fresco, les travaux vont durer 6 mois. Point final. Ce journal se termine ici. Merci de nous suivre depuis votre confinement et ensemble barrons la route à ce virus insolent en nous lavant les mains et en restant chez nous. Bon dimanche sur RTI.